Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on fait un petit live un peu différent. Ce sera un live interactif. On parlera de l'événement de la journée qui a été l'annonce par le Kenya du retrait de sa reconnaissance du Polisario et son appui à la proposition marocaine d'un plan d'autonomie pour le Sahara occidental marocain. On parlera aussi d'une plainte qui a été déposée devant les tribunaux de Paris, plus exactement devant le pôle des crimes contre l'humanité, contre la France et contre l'Égypte, au sujet d'une opération conjointe dans laquelle collaborent les deux pays et il y a deux associations américaines, enfin, d'origine égyptienne, qui ont porté cette plainte. Apparemment, ça va être une affaire qui est très grave puisque c'est deux présidences qui sont concernées. La présidence de François Hollande et la présidence actuelle et passée de Macron. Et on parlera aussi de l'Algérie, puisque le fameux youtubeur polémiste, le fameux personnage aussi qui a fait l'apologie du terrorisme et qui a plutôt, plus que l'apologie, il a appelé les membres de la milice terroriste du Polisario à commettre des actes terroristes sur tout le territoire du Royaume du Maroc. Et donc j'introduis chaque sujet, je reçois des questions et j'essaierai d'y répondre dans la mesure des possibles et dans la mesure de mes informations, bien sûr. Les questions, vous pouvez les poser via le chat ou via l'application Telegram. Vous recherchez incidence et vous envoyez des audios. Alors, ce que je demanderais, s'il vous plaît, c'est que les audios soient concis pour qu'on puisse y répondre. Alors, bonsoir Lamia. Alors, sur le premier sujet, le revirement ou le changement de position du Kenya, en fait, il était assez attendu. Le nouveau président était attendu puisqu'il était grand favori. Et c'est quelqu'un qui connaît en plus assez bien le Maroc puisqu'il a fait ses études universitaires, il a fait l'école nationale de commerce et de gestion de Sotat. Et donc c'est quelqu'un qui connaît très bien le Maroc, la société marocaine et l'opinion du peuple marocain sur cette question du Sahara occidental marocain. Et c'était une position attendue, sauf que c'est vrai, il faut le reconnaître, euh, c'est venu un peu à contre-pied, surtout que hier, on a vu euh, un, le chef de la milice terroriste qui était triomphant. La presse algérienne aussi a monté en épingle sa présence à Nairobi. Et donc aujourd'hui, ça a été vraiment une douche glacée. Et disons que grosse déception au palais d'Almoradiyya. Et si Tebboune est effectivement à Alger et qu'il n'est pas parti comme on peut le croire pour un contrôle médical à Berlin, ben disons que ça risquerait de lui provoquer une petite crise. Euh, alors j'ai eu une question
Alors, il y a plusieurs questions déjà. Il y a une question, c'est faut-il s'attendre à un autre revirement du Kenya? Je pense que la question fait référence au changement de position du Pérou. Non, je pense que ce n'est pas dans le même ordre d'idées, puisque le Kenya n'est absolument pas la même attitude. C'est le président qui a pris la décision, ce n'est pas le chancelier, contrairement au cas du Pérou. Et au cas du Pérou, disons que il s'agit d'un gouvernement qui n'est pas homogène, qui n'est pas en phase, surtout avec le nouveau président de la République péruvienne, puisque le chancelier, suite au changement de position du président péruvien, a présenté sa démission et ça a été la 4e démission depuis l'élection de ce président. Autre chose, s'agissant du Kenya, donc c'est le président lui-même qui a pris cette décision et donc il serait très très compliqué qu'il puisse changer de position. Surtout que je pense qu'il y a eu, il a été annoncé dès aujourd'hui l'établissement de relations stratégiques entre le Maroc et le Kenya. Donc ça augure d'une décision qui s'inscrit dans des relations à moyen et long terme. Moyen et long terme à concurrence du mandat du nouveau président kenyan. Euh, alors, Mohsin pose la question de dire, peut-on qualifier la suppression du tweet du président kenyan comme un revirement, comme étant un revirement? Non, pas du tout, parce que il faut reconnaître que la rédaction du tweet, d'abord, il y a des règles d'usage. Un président tweet rarement des trades. Normalement, c'est un tweet, pas plus. Disons que c'est un peu le problème du débutant, puisque il a aussitôt, pratiquement juste après avoir communiqué la décision ou sa décision au ministre des Affaires étrangères marocain Nassel Bourreta, il a commis ce tweet et donc ce tweet a été commis un peu dans la précipitation et sa rédaction, disons, ne correspond pas précisément au poste. Et donc, normalement, un tweet présidentiel est un tweet beaucoup plus choisi, avec des mots plus ciblés. Je pense qu'on pourrait dire, entre guillemets, que c'est une erreur de jeunesse, sans plus. Donc, il ne faut pas lui donner une quelconque autre signification. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Vous me dites si il y a une autre question sur ce tweet du Kenya. Et si vous pensez que la réponse n'est pas complète, vous me le dites aussi et vous demandez de plus amples précisions. J'essaierai de répondre. Oui, le fait que ce soit une très bonne nouvelle, effectivement, et ça prouve que la démocratie, que ça prouve que la diplomatie marocaine est une diplomatie discrète et efficace et une diplomatie qui ne fait pas dans les effets de manche et des annonces tonitruantes.
Wafa a essayé de poser une question que je n'ai pas. J'ai juste le tweet, donc si Wafa, bonsoir déjà, et si vous pouvez reformuler votre question, s'il vous plaît. Donc je rappelle que pour ceux qui veulent envoyer une question par audio, ils peuvent le faire via la plateforme Telegram. Vous recherchez Incidence et vous envoyez votre question sans aucun problème. Alors, il y a une question de Commander El-Fessi. Doit-on s'attendre à une recrudescence des hostilités de la part de l'Algérie? Ça dépend ce que tu appelles recrudescence des hostilités. Disons que les hostilités n'ont pas cessé et que si dernièrement il y a eu une rumeur, parce que ça n'a pas été confirmé, on attendra demain de voir le journal officiel algérien, est-ce qu'ils annonceront la confirmation, ou ils annonceront la nomination, pardon, de Ammar Bellani comme nouveau secrétaire général du ministère. Là, on pourra avoir une meilleure idée. Mais pour le moment, Ammar Bellani est toujours envoyé spécial du président Tebboune pour le Sahara occidental marocain et pour les pays du Maghreb. Mais ça, on va passer tout de suite. Il y a une autre question de Ablion 2. Salam alaikum, chef Incidence. Je voulais juste demander pourquoi l'Algérie s'agite alors que pour eux, ce n'est pas eux qui sont garants du Polisario. Est-ce de l'hypocrisie ou de l'aveu? Non, mais ça, c'est une position permanente de l'Algérie qui se prétend partie extérieure au conflit, mais qui est partie prenante et qui est la principale partie dans ce conflit. Parce que l'Algérie nous dit que eux, ils sont juste là pour appuyer le plan une volonté, un référendum d'autodétermination, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, etc. Mais qu'en fait, depuis le début, bon, au départ, c'était l'Algérie et la Libye, et depuis quelques décennies, depuis le milieu des années 80, c'est l'Algérie toute seule qui appuie le Polisario, qui le finance, qui l'arme, etc. Mais là, on va reparler un peu de l'Algérie pour ce qui va suivre, lorsqu'on parlera de l'Algérie et de d'une espèce de réponse qu'ils ont commencé à donner pour la question du sommet arabe. Ok, Wafa Brahim, tout à fait. Amine, quels sont les domaines économiques où le Maroc pourrait bénéficier du nouvel élan des relations avec le Kenya? Pourra-t-on envisager un revirement pareil pour l'Éthiopie prochainement? Alaykoum salam, Sehmet. Non, pour l'Éthiopie, c'est un peu plus compliqué puisque l'Éthiopie bénéficie d'un appui logistique est fourni en armes. Dernièrement, ils ont reçu des drones de la part de l'Iran.
Donc la position éthiopienne est aux antipodes de la position du Kenya. Et donc là, il n'y a pas de souci, Ahmed. Si vous voulez poser, comme ça, si vous voulez poser votre question en arabe, il n'y a pas de souci. Donc, le Kenya, ils sont aux antipodes un peu du Kenya. Donc, l'Éthiopie, c'est autre chose, c'est une autre. Euh, il y a d'autres considérations géopolitiques, géostratégiques. Pour l'Iran, le Kenya est un pays pivot puisque ça lui donne prise sur la Corne de l'Afrique. Il y a déjà Djibouti là-bas, les Comores, et donc c'est autrement plus compliqué. Ça donne pied sur Bab el-Mandeb. On a déjà expliqué sur un live précédent la géostratégie iranienne et comment les Iraniens visent certains détroits pour avoir la mainmise sur les flux maritimes internationaux. Alors, Amine, non, les domaines, ils sont variables. On ne peut pas se limiter dans une coopération bilatérale. Je dirais, si vous me passez l'expression, tout est bon à prendre. Il y a des domaines de coopération militaire, sécuritaire, il y a le domaine commercial, il y a les domaines universitaires, les études pour les étudiants. Non, il y a une multitude de domaines et surtout que nous, aujourd'hui, avec le Kenya, on n'a pas de grands échanges. Et donc, c'est véritablement l'occasion pour développer des échanges, mais développer des échanges sur tous les secteurs. Il n'y a pas un secteur qui serait privilégié par rapport à un autre. Alors, ma question, ce que j'entendais par recrudescence, c'est plus un appui encore plus important que d'habitude. Bon, ok. Donc, on va passer, si vous le voulez bien. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions qui ont été posées pour le moment. Alors, l'Algérie, s'agissant du sommet de la Ligue arabe qui doit se tenir à Alger les 1er et 2 novembre prochains, il y a eu cette annonce par Jeune Afrique, par Charq el-Awsat. Nous avions nous-mêmes, bien avant, parlé qu'il y avait une très forte probabilité pour que le souverain participe au sommet. Et là, il n'y a pas eu de réaction officielle, donc à ce qui a été publié hier par Charq el-Awsat et Jeune Afrique. Pas de réaction officielle, mais il y a eu une réaction d'un certain YouTuber, je pense que vous avez tous deviné de qui il s'agit, le même qui avait appelé la milice terroriste du Polisario à commettre des actes terroristes sur tout le territoire du royaume. Et donc il est sorti avec une espèce de mise au point, affirmant que le Maroc, ou le roi, s'il se déplaçait en Algérie, qu'en fait, il ne serait pas l'hôte de l'Algérie, mais l'hôte de la Ligue arabe, comme quoi que c'était la Ligue arabe qui organisait, donc lui, les autres, l'Algérie n'est que... En fait, il y a une petite difficulté à expliquer parce que déjà son raisonnement ne se tient pas. En disant que, bon, il arrive, il ne vient pas en Algérie, mais il semble oublier qu'il doit être reçu par le président algérien. Et donc, dans son propos, il a dit qu'il pouvait être reçu par le président algérien, qu'il pouvait être reçu par le président d'El Majlis Oumma, etc. Mais bon, c'est un peu
de la divagation et du délire. Et il a précisé, et là c'est important, en disant que de toute façon, il n'y aurait pas de discussion sur le Polisario, sur le Sahara marocain, qu'il n'y aurait pas de tête-à-tête entre les deux chefs d'État marocains et algériens, que le sujet ne serait pas traité durant les séances plénières ou les séances à huis clos. En fait, je pense que, parlant au nom d'un certain clan militaire algérien, il a essayé de défricher un petit peu et de limiter ce qui pouvait se passer durant le sommet au cas où le roi du Maroc y assisterait. Mais ce qu'il semble oublier, c'est qu'il a inventé carrément une nouvelle manière de faire les sommets, puisque tous les sujets peuvent être traités lors des sommets, et que de toute façon, même si s'ils ne parlent pas du Polisario, ils vont parler de l'Iran. Et donc, qui dit Iran, dit automatiquement l'appui militaire qu'apporte l'Iran à la milice terroriste. Et donc, d'une manière ou d'une autre, on retombe sur nos pattes et on reparlera de ce problème. Juste, ils essaient de botter en touche, et je pense qu'il y a un certain affolement du côté d'Al-Mouradia de chez Tebboune, mais aussi du côté des différents clans des généraux, parce que c'est quelque chose à laquelle ils ne s'y attendaient absolument pas. Et maintenant, je pense qu'ils sont en train de lancer une campagne de communication agressive, offensive, voire même insultante, ou tout au moins diffamatoire, qui, ils espèrent, réussirait à dissuader le roi Mohammed VI de se rendre à Alger au cas où il aurait décidé de se rendre. Ce que je pense personnellement, c'est que s'il continue comme ça, avec cette campagne, par exemple, hier, au journal télévisé de la télévision algérienne, on a eu droit à un reportage sur une situation économique, sociale au Maroc, où, à voir ce reportage, on croirait que le Maroc est au bord de l'explosion sociale, au bord de la révolte, alors qu'ils ne se rendent pas compte, parce que le problème, c'est qu'en diffusant ce genre d'image, ils pensent pouvoir porter préjudice à l'image du Maroc. Mais en fait, ils portent préjudice à l'Algérie elle-même. Parce que sur ces images qu'ils ont diffusées, ce que tout le monde peut voir, ce que les Algériens voient, c'est qu'ils voient des Marocains qui défilent, qui manifestent dans l'ordre, dans le respect des lois, encadrés par la police, mais qui ne se font pas tabasser, qui ne se font pas embarquer, et que les Marocains peuvent manifester. Ils ont le droit de manifester. Et ce n'est pas comme dans un certain pays où vous vous retrouvez en prison pour avoir liké un post sur Facebook. Ou comme le dernier journaliste qui se retrouve en prison parce qu'il a rapporté une information véridique et qui est celle de l'interdiction de la commercialisation des dattes de Glitnor en France à cause de l'utilisation d'un pesticide interdit. Je réponds à Sehmed, question en arabe. Ma ra'yuka fi taqarub al-Jazair al-Mauritanie fi al-yawmayn al-akhirayn. Tout simplement, Sehmed, je ne sais pas si vous voulez que je réponde en français ou en arabe, vous me dites.
Moi, je répondrai en français. Si vous voulez des précisions en arabe, vous me le dites, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de rapprochement. Il y a eu des tentatives de rapprochement. Aujourd'hui, l'Algérie a consacré un budget très important pour essayer de revitaliser une certaine diplomatie pour contrer les avancées ou les succès diplomatiques du Maroc, mais j'ai la conviction que ce seront des coups d'épée dans l'eau sans plus, parce qu'on a vu l'exemple du Kenya. Le Kenya a reçu Ben Batoche, qui a eu son petit moment de gloire avant de recevoir une douche glacée le lendemain. Et donc, la même chose pour la Mauritanie. La Mauritanie, demain, nous serons, si je ne m'abuse, demain nous serons le 15 septembre, et demain, le 15 septembre, il y aura une signature très importante pour le projet du gazoduc Nigeria-Maroc, puisque les pays de la CEDEAO signeront, vont entériner ce projet, ainsi que les Mauritaniens et les Sénégalais. Et donc, il est indéniable que la Mauritanie, pour le moins, restera sur sa position actuelle, une position que le Maroc entend parfaitement, qu'il respecte sans aucun problème. Mais maintenant, aujourd'hui, l'Algérie essaie de faire feu de tout bois et je pense qu'ils sont véritablement dans une impasse. D'abord, l'impasse du sommet arabe, parce que s'il y a un temps, ils étaient prêts à tout donner pour organiser ce sommet, je crois qu'aujourd'hui, ils ont changé d'avis et qu'ils regrettent de devoir accueillir ce sommet. Et donc, c'est sûr que pour les semaines à venir, nous aurons une actualité très chaude. Nous aurons des déclarations qui devraient normalement aller crescendo, des reportages de bashing, etc., histoire de faire que le Maroc, disons entre guillemets, boude ce sommet. Et je pense que toutes ces tentatives ne donneront pas de résultats et seront autant de coups d'épée dans l'eau. De la même manière, sur le plan diplomatique, ça va être la même chose parce que tout simplement, l'ère des valises d'argent est dépassée et aujourd'hui, les États, ce qu'ils recherchent, ils recherchent beaucoup plus une collaboration, de relations bilatérales basées sur le win-win, ils recherchent des investissements, ils recherchent du concret à moyen et long terme. Abelion 2, merci beaucoup, très gentil à toi. Salam alaikum à tous. Objectivement, est-ce que c'est une bonne chose? Ah oui, non, mais tout à fait, que Sa Majesté assiste. Bon, il y a deux questions là. Est-ce que ce serait une bonne chose pour le Maroc que le roi soit présent au sommet? La présence du chef du gouvernement avec le ministre des Affaires étrangères ne serait pas suffisante. Non, mais de toute façon, il y a quelque chose qu'il faut être convaincu. Quiconque représentera le Maroc au sommet, il le représentera parfaitement. Là, il n'y a pas de doute à avoir. Secondo, et ça, que ce soit Sa Majesté, que ce soit Son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay Hassan, que ce soit le président du gouvernement, que ce soit M. Nasser Bourreta, que ce soit un directeur général du ministère des Affaires étrangères. Là, il n'y a pas de souci à se faire. C'est des gens, si je peux me permettre, plutôt c'est des personnalités qui connaissent très bien
ce que ce sont des sommets qui ont, pour le cas du prince Moulay Hassan, qui a une très bonne formation, euh, ça ne poserait aucun problème. Maintenant, c'est vrai que si Sa Majesté le Roi assiste à ce sommet, c'est véritablement un coup très, très, très dur pour les Algériens. Parce que, essayez de vous imaginer que ça fait 2 ans ou 3 ans qu'ils n'arrêtent pas d'accuser le Maroc de tout et de rien. On a accusé le Maroc d'avoir envoyé une invasion de criquets, qu'on a retenu la pluie. Il y a eu de tout, tout ce que vous pouvez imaginer comme loufoque. Si ça n'a pas été dit, ben ça va l'être. Et donc, là, il ne faut pas s'attendre à autre chose. Et pour eux, le fait de devoir recevoir le roi du Maroc à l'aéroport d'Alger, Ouali Boumediene, de, de lui dérouler le tapis rouge, de le recevoir avec un sourire contraint, qui est le salut des couleurs, de devoir faire la pause pour la photo. Et c'est une couleuvre énorme. Ce n'est même plus une couleuvre, c'est un python. Et après, lors des sessions du sommet, ben ça va être très très dur. Parce que le Maroc a l'appui de tous les pays arabes, sauf deux, sauf l'Algérie et la Tunisie qui est dans le... Merci beaucoup à Ablion. Et l'Algérie et la Tunisie, c'est les deux. Et comme référence, l'Algérie, on sait les problématiques qu'ils ont sur le plan intérieur, on sait que pratiquement tous les pays arabes leur en veulent pour l'appui qu'ils donnent, les relations contre nature avec les Iraniens. Ça va être une partie de franche rigolade. Et n'oublions pas aussi que Sisi, c'est pas sûr qu'il assiste. Que Sisi, pour le moment, il est passablement énervé par les relations qu'entretient l'Algérie avec l'Éthiopie, où elle appuie l'Iran. Et donc, ils sont véritablement dans une impasse, mais très, très, très compliquée. Et surtout que, en Algérie, vous n'avez pas une stratégie. C'est des tactiques au jour le jour. Et d'une part, et d'autre part, vous avez aussi l'histoire des clans. C'est qu'on ne sait pas qui c'est qui véritablement gère la chose publique. On se rappellera que Tebboune, à un certain moment, il avait fait une interview, il avait dit, il avait montré sa prédisposition à négocier avec le Maroc, à s'entendre, etc. Et après, il a été obligé de refaire marche arrière. Et donc là, se pose la question de savoir qui c'est qui véritablement prend la décision. Et là, c'est pour ça que je le dis sincèrement, et sans aucune animosité, mais ça va être une partie de rigolade. Et surtout, lorsqu'on sait que Tebboune, c'est son premier sommet. Et soyons honnêtes en plus, c'est que Tebboune, dès qu'il se met à improviser, il dit n'importe quoi. Et beaucoup d'observateurs algériens le lui ont reproché. Tebboune, si il intervient et qu'il ne lit pas, ben on peut être sûr qu'il va dire une énormité. Et ça, faudra faire attention. Parce qu'il sera dans des réunions où il y aura des chefs d'État rompus à l'exercice. Et ça va être très compliqué.
Donc, je ne sais pas s'il y avait une autre question à laquelle... est-ce que le gouvernement, pour Ablion 2, est-ce que le gouvernement a répondu à leur annonce? Est-ce que tu parles des... est-ce que tu parles des... est-ce que tu parles du gouvernement marocain ou pas? Juste pour Ablion 2, donc si tu peux me préciser ta question sur le gouvernement. Non, mais le Maroc ne répond jamais non, le Maroc ne répond jamais. Le Maroc ne répond même pas aux attaques officielles, encore moins les attaques venant d'un mouchard établi à Londres. On rappelle que dernièrement, il y a eu un scandale, puisque, enfin, c'est pas son premier scandale, euh, c'est son énième scandale. Et là, sa femme s'est enfuie et s'est réfugiée au Canada. Et que sur les réseaux sociaux, elle s'est plainte qu'il avait carrément kidnappé son fils et l'avait envoyé en Algérie. Et que la pauvre femme ne pouvait plus voir son enfant. Et donc le Maroc, il ne va pas. Le Maroc ne répond pas à un chef d'État. Et vous voulez qu'il réponde à un mouchard, un indicateur? C'est pas possible. Non, 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 non. Non, le Maroc, c'est comme le slogan qu'avait utilisé François Mitterrand pour sa première campagne présidentielle. Le Maroc, c'est véritablement la force tranquille, discrète et efficace. Wafa, est-ce que le trajet pour le sommet en bateau ne seront... Non, 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 absolument pas, pas de bateau, parce que un trajet en bateau suppose, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Supposons que, et ça c'est une règle qui est toujours là, supposons que l'embarcation royale doit arriver au port de Tanger. Il y a des préparatifs qui se font. Il y a un quai qui doit être réservé, premièrement. Il y a des mesures de sécurité qui doivent être établies sur le port. Il doit y avoir un périmètre de sécurité qui protège le quai. En plus de ça, vous avez quelques jours avant l'arrivée de l'embarcation, que ce soit un yacht, un voilier ou autre, vous avez une équipe de plongeurs et des mineurs qui ratissent l'endroit où le bateau sera amarré. En plus de ça, il doit y avoir, en plus de la sécurité sur le port en lui-même, il doit y avoir un accompagnement par une frégate, un patrouilleur naval. Et donc ça suppose véritablement toute une logistique sécuritaire, etc. Et au vu des relations avec l'Algérie, il vaut mieux ne pas y penser, parce que ça poserait énormément de problèmes. Par contre, qui s'y rendent en avion, du point de vue sécurité, c'est pratiquement ce qu'il y a de mieux, parce qu'il pourrait quitter le matin, établir par exemple une base à Oujda, quitter le matin, arriver à Alger, assister aux différentes réunions, et le soir, revenir au royaume, y passer la nuit, et le lendemain, repartir pour la deuxième journée. Et à la fin de la deuxième journée, rentrer au royaume. Et donc, non, cette éventualité, pardon, de bateau, non. Non, non, absolument pas, puisque c'est très compliqué. Ben, c'est ça le problème. Parce que lorsqu'ils ont annoncé
le sommet. Si vous vous rappelez bien, Tebboune avait dit que ce serait l'occasion pour réintégrer la Syrie, que ce serait l'occasion pour discuter du Polisario, parce que ce qu'ils pensaient, eux, dans un premier temps, c'était carrément de faire assister le Polisario. Mais après, de fil en aiguille, ils se sont rendus compte que entre vouloir et pouvoir, ben, il y a une sacrée distance. Et aujourd'hui, ils se rendent compte de la complexité d'un sommet. Parce qu'un sommet, ce n'est pas une réunion pour prendre le café ou le thé ou, comme dit le président Tebboune, le Kassidor. Ben, le Kasmakidor. Plutôt, si tu n'es pas compétent et que tu ne maîtrises pas tes dossiers, vous m'excuserez, et je pense que c'est ce qui risque de se passer. Donc, ça va être très, très compliqué. Et aujourd'hui, ils sont en train de se rendre compte qu'ils ont fait une grossière erreur. Parce que ils vont avoir la visite du souverain. Parce que déjà, excusez-moi, je prends une parenthèse, déjà, pour le pouvoir algérien, et chaque fois que je dis algérien, je ne parle pas du peuple algérien, je parle des dirigeants algériens. Déjà, pour le pouvoir algérien, l'idéal serait que le Maroc n'assiste pas, mais vraiment fasse la chaise vide. Alors maintenant que non seulement le Maroc va y assister, mais que probablement il va être représenté au plus haut niveau, alors là, c'est inimaginable. Parce que ils ont réfléchi, ils ont pensé que le Maroc réfléchirait de la même manière que eux y réfléchissent. Et ce n'est absolument pas le cas. Et donc, je voulais... oui. Et donc, je parlais du sommet, et ils vont avoir des problèmes. L'assistance du Maroc, la participation du Maroc. Ils vont être obligés d'afficher la carte officielle de la Ligue arabe, qui comprend le territoire du royaume dans son intégralité. Ils vont être obligés d'entendre ce que les chefs d'État arabes vont leur dire au sujet de leur relation avec l'Iran, de comment ils sont en train de déstabiliser et de pousser, mais véritablement à la ruine, la Tunisie, de comment ils sont en train de s'allier avec l'Éthiopie contre un pays arabe qui est l'Égypte, et l'Éthiopie veut véritablement assécher l'Égypte, et ils auront aussi la question du Polisario, et ils devront fournir des explications comment est-ce qu'ils s'allient aux Iraniens contre le Maroc. Et rien que ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà, je dirais même, énorme. Et on verra bien comment ils essaieront de tirer leur épingle du jeu. Dans les relations internationales, alors attendez, dans les relations, donc sur la participation du Maroc, le monde arabe verra que... Non, mais le monde arabe, les dirigeants arabes, ils savent très bien ce qui se passe. Ça, ils vont rien découvrir. Mais seulement, c'est qu'ils vont mettre l'Algérie face à ses responsabilités. Parce que, ok, vous reprochez au Maroc de vous agresser, ok, donnez-nous les preuves. Et comme il n'y a aucun fait, il n'y aura aucune preuve. Et là, c'est pour ça que je parle que l'Algérie s'est placée en tenant absolument à organiser ce sommet. L'Algérie s'est placée dans une très mauvaise posture. Amine, dans les relations internationales, est-ce qu'il y a eu un antécédent d'une visite d'un président à un autre pays
alors que les relations sont rompues entre les deux sans que ça se solde par une reprise minimale des relations. À mon sens, personnellement, je m'en souviens pas, je n'ai pas souvenance, il faudrait que je recherche. Ce qu'on avait comme antécédent, c'était la crise entre l'Arabie saoudite, les Émirats d'un côté et le Qatar d'un autre, et donc il y avait eu sommet, et ils s'étaient réconciliés, et, euh, et la situation est redevenue pratiquement normale entre les trois pays. Mais c'est des gabarits, disons, politiques très différents, c'est des parcours très différents, c'est des personnalités très différentes, et c'est des pouvoirs ou des gouvernances très différentes. Ah non, 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 Sahara marocain. Possible que le roi se rende en Arabie Saoudite ou aux Émirats la veille et parte en Algérie. Non, 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 absolument pas. Absolument pas. Non, non, ça c'est hors de question. Il y a des règles de souveraineté et il y a des manières de faire. Et n'oublions pas que le Maroc, c'est un pays millénaire. La monarchie alaouite, c'est une monarchie qui a plusieurs siècles. Et donc, il y a un protocole marocain qui est légendaire et qui est toujours respecté à la lettre. Et il serait hors de question que pour une visite de ce genre, que le roi Mohamed VI, vous passerez l'expression, mais fasse de l'autostop. Il est hors de question. Euh, il y a des règles. Lorsqu'on parle de protocole, il y a des règles protocolaires. Maintenant que ça serait une visite privée, il n'y a pas de souci. Mais pour une visite officielle de ce genre, c'est départ Rabat ou Fès ou Oujda, et c'est, en tout cas, c'est départ territoire national et arriver à Alger. Mais pour le retour, là, il n'y a pas de souci, le retour peut se faire. Mais généralement, le retour aussi se fait vers le territoire national. Alors, Assad de l'Atlas, comment l'Algérie a obtenu l'organisation du sommet? Bah, tout simplement parce que c'est à tour de rôle et c'est selon un ordre alphabétique. Est-ce que Ben Salman s'y rendra en sachant qu'il a snobé l'Algérie vu le différent avec le Maroc? Non, c'est deux circonstances qui sont différentes. L'annulation de la visite, c'est une visite qui n'avait pas été officiellement annoncée, mais bon, officieusement, elle l'avait été, et qu'à ce moment-là, il devait se rendre en Algérie dans le but d'une médiation. À partir du moment où le Maroc lui a communiqué certaines données, il a jugé bon d'annuler cette visite à Alger. Mais pour le sommet arabe, c'est autre chose. Maintenant, c'est vrai que si le roi Mohamed VI n'assiste pas, il se peut que tous les autres chefs d'État arabes, ou pratiquement la majorité des chefs d'État arabes, lui emboîtent le pas et n'assistent pas au sommet, et ce qui serait là aussi un échec pour Alger. Mais l'idéal pour le Maroc, c'est d'y assister pour dérouler les atouts du Maroc au nom de Sa Majesté ou par Sa Majesté, que leur règne de la monarchie les empêche de réfléchir sereinement. Non, c'est... En fait, c'est pas la haine. Disons que c'est l'expérience de la pratique de la chose politique. Euh, Chez nous, on dit que c'est-à-dire que on sait que par exemple pour le Maroc, on a des règles que même si on est en mauvaise relation avec une personne, on sait que si cette personne célèbre un mariage et qu'elle vous y invite,
vous ne pouvez pas recevoir, vous ne pouvez pas refuser l'invitation. Si cette personne a un décès dans sa famille, vous savez que malgré la rupture de relation, vous êtes obligé d'y aller. Il y a un minimum de correction. Et apparemment, le pouvoir algérien n'a aucune idée sur ces corrections-là. Et on rappelle que, par exemple, Bouteflika, il n'y avait pas eu de souci. Les frontières étaient fermées, les relations n'étaient pas olé, je parle des frontières terrestres, mais n'empêche qu'il est venu assister à l'enterrement de Hassan II, que le souverain actuel, Mohamed VI, s'était rendu au sommet d'Alger en 2005. Est-ce que vous avez du savoir-vivre ou pas? Et apparemment, la gérontocratie actuelle aux commandes à Alger n'a pas ce savoir. Et c'est ça la grosse problématique. Ah, mais pour Abion, oui, c'est ce que j'ai dit. C'est que si le roi du Maroc n'insiste pas, ou que d'abord, si le roi du Maroc n'insiste pas, il se peut que si le Maroc n'est représenté que par un ministre des Affaires étrangères, il est fort probable que beaucoup de pays lui emboîtent le pas. Surtout, s'il constate que l'actuelle campagne de bashing que mène le pouvoir algérien à travers différents médias, dont les médias officiels, et donc je rappelle ce qu'ils ont diffusé hier soir, c'est sûr que beaucoup de chefs d'État vont boycotter ce sommet et seront représentés à un niveau moindre. Pour le Sahara marocain, l'Algérie ne devrait pas respecter le protocole de sécurité de la sécurité du roi du Maroc qui doit se rendre avant pour vérifier. Déjà, il y a des problèmes qui se posent lors des visites de chefs d'État. Dans certains pays, lorsque vous vous rendez, les gardes du corps n'ont pas le droit d'être armés. Certains autres pays, par exemple les États-Unis, lorsque le président des États-Unis se rend dans un pays, il impose le Secret Service. C'est véritablement le Secret Service, quel que soit le pays, qui impose sa sécurité, qui fait la sécurité en fait. Et la seule exception, d'après ce que je pense, ou ce que je sais, c'est que la seule exception a eu lieu lors des funérailles de Hassan II. C'est la seule fois où le Secret Service n'a pas eu droit à la parole et que Clinton avait dû marcher pratiquement les 2 kilomètres qui séparaient ou qui séparent toujours Mouchouar Saïd du mausolée de Hassan. Alors, Nasprod, quand jugez-vous convenable de pousser pour la récupération de Sebtia et Melilla pour exercer notre souveraineté? Sur Sebtia et Melilla, la chose est déjà en train de mijoter. Et là, je vais rapporter ce qu'a dit un ex-colonel de l'armée espagnole. Dans une interview, il a déclaré que tôt ou tard, l'Espagne devrait retourner ces 2 enclaves au Maroc. Est-ce que ce serait dans 20, 30, 40, 50, 60 ans? C'est la seule inconnue. Pardon, il y a aussi une autre inconnue, c'est que est-ce qu'il y aurait une période transitoire de co-souveraineté à l'image de ce qui s'était passé pour Hong Kong, mais aujourd'hui, et il y avait eu aussi une autre
déclaration d'une ancienne ministre espagnole dernièrement à Tétouan, elle assistait à un congrès, où elle a dit que l'occupation de Ceuta et Melilla et des îlots le long de la côte méditerranéenne marocaine, que ces occupations-là constituaient une offense à l'intégrité territoriale marocaine. Donc de ce côté-là, tranquille, il n'y a pas de souci à se faire, ça finira par se faire. Oui, l'histoire des chiens renifleurs, ça se voit que tu as écouté le précédent live. Quand la Grande-Bretagne reconnaîtra officiellement le Sahara marocain? Ben déjà, c'est fait parce que lorsqu'on voit que le Royaume-Uni importe des produits maraîchers du Maroc, des fruits, sans poser aucune condition ni restriction quant à l'origine géographique de ces produits-là. Donc, de facto, le Royaume-Uni appuie la proposition marocaine d'un plan d'autonomie du Sahara sous souveraineté marocaine. Ablion. Non, pour ma part, ce serait bien qu'il y ait. Ce serait bien parce que ça serait dans la continuité de la main tendue qu'ils prennent vraiment de la hauteur par rapport à toutes les mesquineries qu'on puisse entendre, qu'on a entendu, qu'on entend et qu'on entendra probablement encore dans les prochaines semaines. Et ça compliquerait encore plus l'existence au pouvoir gérontocrate algérien. Oui, non, pour cette déclaration du prince Charles, je ne l'ai pas lu, je n'en suis pas au courant. Sur la crise avec la France, quelles perspectives? Ben, les perspectives, c'est que tout simplement, la France connaîtra le même sort. Alors, vraiment le même sort, si ce n'est pire, que ce qui s'est passé avec l'Espagne ou avec l'Allemagne. Avec l'Allemagne, on a eu un moment de crise. Le Maroc s'est montré très ferme et ça s'est résolu. Et aujourd'hui, on se rappelle que la ministre allemande des Affaires étrangères était venue en visite à Rabat, qui avait eu un communiqué conjoint des deux ministres marocains et allemands des Affaires étrangères, et que ce communiqué était très dense, puisque il a passé en revue pas moins de 59 points et de nombreux secteurs dans lesquels le Maroc et l'Allemagne collaboreront activement. Oui, Ahmed, je comprends. Vous pouvez avoir une opinion, mais je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, c'est pas nous qui gouvernons, c'est Sa Majesté qui gouverne, et nul doute que Sa Majesté a d'autres informations, prend en compte d'autres considérations que, à notre niveau, nous n'y avons pas accès, et donc, je pense que quelle que soit la décision que prendra le souverain, je pense qu'on ne peut que l'appuyer dans cette décision, que ce soit sa présence à Alger ou son absence à Alger. Ça fait des siècles que les Marocains appuient leur monarchie et je pense que ce n'est pas de sitôt que ça va changer. Oui, ben, Ahmed, pour y aller, à Lyon, pour y aller, il faudrait déjà qu'il te donne le visa.
Non, pour le moment, c'est ce qu'on a, mais bon, on fera d'autres lectures, si vous voulez, un peu plus tard, à une autre occasion. Mais je pense que c'est un peu ça. Maintenant, on passe au dernier sujet, parce que là, je pense qu'on en a largement débordé sur euh, ce qui était prévu. Alors, le dernier sujet, et ça, on y reviendront. Euh, Aujourd'hui, enfin aujourd'hui ou hier, parce qu'il est déjà 1 heure du matin au Maroc, deux associations, deux ONG américaines euh, ont déposé une plainte auprès du pôle contre les crimes, pour les crimes contre l'humanité à Paris, du pôle judiciaire, et ont déposé plainte, donc justement pour crimes contre l'humanité, contre la France et l'Égypte. En fait, la question, c'est la suivante, c'est que en 2016, les Français et les Égyptiens ont signé un accord euh, de coopération entre les deux pays dans le secteur du renseignement, un accord Cyril, S-I-R-I-L, qui serait un oiseau du désert égyptien. Et grosso modo, c'est que pour cette coopération, la France mettrait à disposition de l'Égypte un avion espion qui ratisserait pratiquement en permanence l'espace aérien qui longe la frontière entre l'Égypte et la Libye, et que cet avion-là, qui est doté d'une caméra, avec trois officiers français à bord et un officier égyptien. Donc cet avion-là, il a la capacité de filmer ce qui se passe au sol avec une caméra très puissante. Ils ont la capacité de faire des écoutes sur les communications qui se déroulent sur la zone qui est couverte. Et à partir de là, l'officier égyptien à bord fait la traduction immédiatement et toutes les données sont envoyées à un poste de commandement au sol français qui traite les informations, les données et les transmet à un quartier général égyptien qui décide de la réponse à donner en fonction des informations. Alors, l'accord, c'était pour lutter contre le terrorisme ou contre les groupes terroristes, les trafiquants d'armes qui pouvaient venir de la Libye vers l'Algérie. Et là, on se rappelle qu'on était au lendemain de la chute de Kadhafi, et donc il y avait des armes à profusion en Libye, et les Égyptiens ne voulaient pas que ces armes soient déversées en Égypte. Surtout que là aussi, le pouvoir du maréchal Haftar Sissi n'était pas encore bien assis, n'était pas conforté dans sa position, puisqu'il y avait encore euh, une certaine, disons, instabilité. Et donc, et cet accord entre la France et l'Égypte était venu aussi en complément de la vente d'un certain nombre de frégates, d'un certain nombre d'avions Rafale, et donc ça a été mis indirectement dans un accord qui est beaucoup plus global. Mais ce qui s'est passé, c'est que depuis 2016, les militaires français ont remarqué que, en fait, les Égyptiens ne visaient pas uniquement les groupes présumés terroristes, mais ratissaient très large et
bombardaient tous les contrebandiers, même ceux qui transportaient du maquillage, des cigarettes, du riz en provenance de Libye. Et donc, ils sont arrivés à un certain moment où, pour les Égyptiens, la préoccupation n'était plus de pourchasser des éventuels groupes terroristes, mais vraiment de tirer sur tout ce qui bougeait. Et il y a eu beaucoup d'exemples qui ont été rapportés sur les réseaux sociaux, de voitures calcinées, de voitures bombardées. Alors, ce que faisaient les Algériens, je vais avoir l'obsession. Ce que faisaient les Égyptiens, c'est qu'une fois qu'ils avaient la localisation d'un convoi de 4x4 en provenance de Libye, ils armaient un avion Cessna qui se rendait sur les lieux indiqués par les coordonnées qui avaient été transmises par les Français, et cet avion Cessna, armé de missiles, bombardait les convois. Et c'est ce qui, en termes de droit international, c'est ce qui est défini comme étant des exécutions extrajudiciaires. Et ça, c'est interdit par le droit international, c'est considéré comme étant un crime contre l'humanité. Et là, donc, il y a deux associations américaines, mais composées majoritairement d'Égyptiens en exil, qui ont porté cette plainte, qui ont déposé cette plainte en France devant le pôle des crimes contre l'humanité à Paris. Et donc, ces faits ont commencé en 2016 et se poursuivent pratiquement à aujourd'hui. Et en 2021, et là je vous renvoie sur un reportage YouTube qui avait été fait par une boîte de production Disclose, et un très bon reportage de pratiquement 52-53 minutes qui montre effectivement toute cette histoire-là. Et Disclose avait bénéficié de documents qui lui avaient été fournis par un lanceur d'alerte au sein même de l'institution militaire française, au sein même du renseignement français, renseignement militaire. Et donc c'est sur la base de ce documentaire, de ce reportage de Disclose, que les deux ONG ont bénéficié d'informations circonstanciées qui leur ont permis de déposer une plainte en bonne et due forme devant la juridiction parisienne. Et maintenant, donc, c'est les mises en cause, c'est la présidence de François Hollande, c'est le premier mandat présidentiel d'Emmanuel Macron et l'actuelle partie du mandat en cours de Macron. Non, ce n'est pas une opération de reconnaissance, c'est une opération de détection et d'identification. Egypt Papers. Ouais, ils en parlent aussi comme ça. Donc, je ne sais pas, est-ce que exactement, oui, c'est l'opération Sirli. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions à ce sujet-là. Donc, vous me dites... Juste, alors, je ne sais pas, vous me dites un peu si cette formule un peu de questions-réponses, si ça vous va ou pas, si vous trouvez que c'est intéressant. Je ne sais pas, vous me dites si vous avez des critiques, des commentaires, quelque chose à améliorer. Alors, je sais que je suis débutant sur les lives, donc loin de la perfection, une perfection que personne ne peut jamais atteindre pratiquement, mais disons que il y a beaucoup d'efforts à faire pour le moment,
mais nous irons en essayant de nous améliorer progressivement. C'est beaucoup de travail, c'est aussi une part de matériel qu'il faudra au fur et à mesure s'en équiper, et donc je vous serai reconnaissant de vous montrer tolérant avec nos possibles erreurs. Alors, Abelion 2, que penses-tu de cette réunion et vraiment sera-t-elle avec valeur? Surtout, aura-t-elle un accord concluant ou miskin? Je sais pas. Tu parles de quelle réunion? Est-ce que tu parles du sommet arabe? Abelion 2? Si tu parles du sommet arabe, en fait, euh, dans les sommets arabes, on n'attend pas véritablement grand-chose. Il faut être sincère. Mais disons que si on peut s'exprimer ainsi, c'est que pour ce sommet arabe, ça va être très particulier et on aura du fun. On aura du fun parce que le pays organisateur, qui normalement, là on a eu une espèce de slogan qui a été martelé par Tebboune en disant que l'Algérie n'avait de problème avec aucun pays arabe. Entre parenthèses, à l'entendre parler, on se pose la question de savoir si le Maroc est un pays arabe ou pas. Que ce sommet serait le sommet de l'Emshem l'Arabi, qu'il unirait les pays arabes, alors que le gros problème vient de l'Algérie, que l'Algérie elle-même est le problème. Et donc, c'est pour ça que on se retrouve dans un sommet qui est véritablement atypique. Parce que tous les problèmes se concentrent sur l'Algérie. Bon, il y a le cas du Yémen, mais c'est l'Iran. Il y a le cas de l'Égypte avec la Libye. On retrouve l'Algérie. Il y a l'agression que subit l'Égypte de la part de l'Éthiopie. On retrouve l'Algérie et les Iraniens. Il y a le problème du Polisario. On retrouve l'Algérie et les Iraniens. Il y a le dossier palestinien dans lequel Tebboune a voulu s'immiscer en invitant Abou Mazen et Ismail Haniyeh à l'occasion du 60e anniversaire de la création de l'État algérien. Ça a rendu furax les Égyptiens, et ça c'est algérien. Donc, on se retrouve qu'à chaque fois que sur les grosses problématiques communes au monde arabe, on retrouve au centre, en plein centre, on retrouve les Algériens. Et c'est ça qui est véritablement atypique. Et donc, le président Tebboune va se retrouver sous un feu croisé et un feu nourri venant de pratiquement tous les autres chefs d'État arabes. Merci Wafa. Ibrahim, je crois que de toute façon, on va conclure. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est que pour les prochaines fois, on traitera d'une thématique, on fermera par un générique et on rouvrira une session de questions-réponses et on ira comme ça. On essaiera aussi de sortir de ce omniprésent sujet Maroc-Algérie
Et donc, on devrait parler dans les prochains jours de la situation qui prévaut malheureusement en Tunisie, parce que le peuple tunisien est en train de souffrir, de vraiment souffrir, et de souffrir les erreurs de son président. Il faudra aussi qu'on parle, on essaiera d'en parler, on essaiera de faire intervenir un invité ou deux, de parler de la situation au Sahel, qui, dans la région des trois frontières, la population qui subit des attaques des groupes terroristes, et là aussi dont certains sont sponsorisés directement ou indirectement par l'Algérie, sont en train d'être massacrés et en train de fuir de beaucoup de points. Et je vais juste pour peut-être vous sensibiliser, je vais vous lire ce qu'on avait reçu d'un de nos correspondants. Donc vous me donnez juste de rechercher le message. Mais c'est véritablement une situation très très compliquée que vivent ces gens-là. Une situation de détresse et malheureusement très peu de médias en parlent. Alors voilà, le 8-3 à Tamellat, 145 morts. Le 18-3 à Adrenboukan, 213 morts. Le 22 du 5 à Inkar, 310 morts. Le 26 du 3 à Inwilen, 54 morts. Le 26 du 3 à Agardamous, 45 morts. Le même jour, 26 du 3 à Ashveds, 30 morts. Le 19 du 6 à Ikadiwen, 31 morts. Le 7 du 8 à Tsit, 43 morts. Le 12 du 8 à Asseilen, 21 morts. Et là, le dernier en date, et c'est pas fini, c'est le dernier en date que j'ai reçu, c'est le 6 du 9 à Tedlatait, 33 morts. Rien que pour ça, un total de près d'1 millier de personnes, de frères, qui sont morts dans l'ignorance totale. Personne n'en parle. Et c'est véritablement malheureux. Et je communique avec beaucoup de gens dans la région et véritablement, ils se sentent complètement abandonnés. Et donc, je pense qu'on devra en parler dans le détail. Et je vous demanderai dès lors, s'il vous plaît, je ne le demande pratiquement jamais, mais là, je vous le demanderai, s'il vous plaît, de partager et de faire connaître les souffrances, pour faire connaître les souffrances que vivent les Touaregs dans la région, notamment dans la région des trois frontières entre le Mali, le Burkina, entre le Mali, le Niger et l'Algérie. Merci beaucoup. Ça a été une longue séance. J'espère que vous avez apprécié et je vous donne rendez-vous à une autre occasion. Et merci beaucoup. Bonne nuit à vous et on se reverra bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup.